22h16 sur LCI, on parle politique à quelques heures maintenant du deuxième tour de la primaire à gauche, en pleine affaire Fillon. Que devient Marine Le Pen? Eh bien à 13h, grande interview dans le 13h de TF1 et puis le week-end prochain, elle présentera ses 144 engagements pour la présidentielle. On en parle avec François Durper. Bonsoir, vous êtes universitaire, historien, co-auteur de La Présidente, justement, tome 2. Vous pensez d'ailleurs qu'elle peut être présidente. Hein. Je dis qu'elle va être présidente. Voilà, c'est clair. À vos côtés, Jean-Lin Lacapelle, vous êtes secrétaire national du Front National aux fédérations et à l'implantation. Et puis Renaud Pilat du service politique. Bonsoir Renaud. Alors, tout d'abord, elle n'avait que peu réagi face à l'affaire Fillon. Eh bien, écoutez ce qu'elle en disait au 13h de TF1 tout à l'heure. Le problème de François Fillon, c'est pas le problème de l'enquête, c'est pas le problème judiciaire. Le problème de François Fillon, c'est le problème de la confiance entre le candidat et les Français. Qui est le vrai Fillon? Est-ce que le vrai Fillon n'est pas un homme qui aime l'argent et qui, accessoirement, aurait pu manœuvrer pour s'enrichir? Il y a quand même des éléments troublants dans cette affaire auxquels il n'a pas souhaité donner de réponse claire, ce qui, évidemment, aggrave ce trouble et cette perte de confiance. C'est une bonne chose pour le FN, ça, cette affaire-là qui accable un peu François Fillon? Vous savez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. C'est simplement, en effet, un candidat qui avait été un petit peu porté par les médias, avec une image d'homme très honnête, le gendre idéal, le monsieur famille d'ailleurs, celui qui, soi-disant, pouvait soutenir la famille et qui, pendant 5 ans... Porté par les médias, c'est lui qui s'est présenté comme le monsieur propre de la politique, hein, c'est pas les médias. Mais en fait, il est monsieur famille surtout... Il est très bien élu à la primaire aussi. Il est surtout monsieur famille pour sa propre famille. Et donc, toutes ces histoires, je pense que l'on n'est qu'au début, sont en train de démontrer que monsieur Fillon est loin d'être l'homme honnête qu'il était. Je ne sais pas, c'est surtout un homme du système, en effet, et aujourd'hui les Français, comme beaucoup de peuples européens, souhaitent un vrai changement, une vraie rupture dans les orientations politiques. Et François Fillon a été tout de même Premier ministre pendant 5 ans sous Sarkozy, où il n'a rien dit, rien fait de concret. Il devait soutenir la famille, il n'a rien fait pour les allocations familiales, il n'a supprimé les demi-parts fiscales pour les veuves, pour les célibataires, il n'a rien fait pour la famille, il a en revanche beaucoup fait a priori pour sa famille. Et on parle donc déjà d'un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Oui, il y a... Dans les mois qui ont précédé, il y a eu une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen, c'est l'absence de la voie royale. La voie royale, c'était les deux sortants. C'était d'un côté Nicolas Sarkozy, de l'autre François Hollande. Donc ça, c'était plutôt une mauvaise nouvelle. C'était la voie royale. Elle avait bâti sa stratégie là-dessus. Non, je ne sais pas si elle a bâti sa stratégie, mais objectivement, avoir Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'était plutôt le plus facile. Et il sort un candidat assez solide des primaires à droite, qui, en fait, avait quand même des éléments de fragilité par rapport à Marine Le Pen dans la perspective d'un second tour. Et parce que la particularité française, c'est ce fameux second tour avec, c'est ce que les Américains, eux, ils ont le vote par État. C'est très compliqué institutionnellement. En France, il y a le vote. Et puis, celui qui perd dit il faut aller voter pour l'autre. Hein, ça, c'est quand même une particularité française. Et dans le cadre d'un second tour, Marine Le Pen, par exemple, François Fillon, il y a quand même le problème des classes populaires. François Fillon, avec un programme très libéral et ses 500 000 fonctionnaires qui seraient supprimés, il avait quand même l'objectif, je dis au passé, mais il doit avoir l'objectif de rassurer les classes populaires et de s'assurer un deuxième tour possible, hein, avec un report de voix de gauche vers la droite, pour faire barrage, par exemple, à Marine Le Pen. Ça, le fait que François Fillon se soit fragilisé, c'est là, évidemment, une bonne nouvelle supplémentaire pour Marine Le Pen. Sur la défense, quand même, de Marine Le Pen, Renaud, de dire, est-ce que Fillon ne serait pas un homme d'argent? C'est habile? Elle-même empêtrée, on va y revenir, dans des affaires de tâchés parlementaires au Parlement européen. On voit l'angle d'attaque. C'est habile, en tout cas. C'est un coup qui peut faire mal. Parce que François Fillon... n'a pas du tout cette image jusqu'à présent. Justement, il est sorti et il a gagné la primaire sur finalement 2 éléments porteurs. D'une part, l'honnêteté, la probité. Et c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, ce qui se dégage d'une personnalité dans les campagnes présidentielles, c'est très important. Et François Fillon, jusque-là, depuis 20 ou 30 ans, dégageait cette honnêteté.
on a l'impression que c'est quelqu'un d'honnête, de sérieux, et jusqu'à nouvel ordre. Il n'avait jamais eu de problème judiciaire. Il n'avait jamais eu d'enquête, voilà. Et pour l'instant, il y a présomption d'innocence, donc il jouait là-dessus. Il a tout d'un coup cette affaire, donc sur l'honnêteté... Autant Nicolas Sarkozy collectionnait les affaires, autant lui les avait pas. Et c'était un argument qu'il a beaucoup utilisé dans la primaire. Moi, je suis le candidat honnête, je suis le candidat zéro risque pour les électeurs de droite. Et puis deuxièmement, autre élément porteur pour lui, l'anti-bling-bling, l'homme qui n'a pas un train de vie, en tout cas qui ne montre pas un train de vie très important, effectivement, l'homme qui n'est pas dans le monde de l'argent, et on sait que dans l'électorat catholique, l'électorat conservateur, où on n'aime pas trop montrer l'argent en France, eh ben, cet argument avait été utilisé. Et donc, sur l'honnêteté et sur l'argent, eh ben, on voit que Marine Le Pen, effectivement, elle attaque François Fillon en disant finalement, François Fillon, apparemment, il aimait l'argent et on voit qu'elle a trouvé ses angles d'attaque. Mais François Fillon, il est tout de même, et c'est ce qu'il faut rappeler aussi à vos téléspectateurs, François Fillon, il est l'homme qui, pendant 5 ans, a fait tout le contraire de ce qu'il promet aujourd'hui dans son pseudo-projet. Il est celui qui a trahi le traité de Lisbonne et qui a donc trahi le peuple français. Il est celui qui a fait rentrer 1 million d'immigrés légaux pendant 5 ans. Il est celui qui a supprimé 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Mais il n'était pas connu comme un homme d'argent, c'est ce qu'on dit. Donc l'angle d'attaque, là, il est nouveau, il a été trouvé pour le 13h de TF1. Mais je crois qu'enfin le masque tombe, enfin, et je crois que Fillon, finalement, ou Fillon, est un mauvais filon, si on avait à faire un jeu de mots avec son nom. Et il faut rejoindre ce que disait M. Durper tout à l'heure. Je crois qu'en effet, nous avons un point commun, c'est que nous savons et nous pensons que Marine Le Pen gagnera l'élection présidentielle. Vous le souhaitez. Enfin, moi, je le souhaite. Vous le souhaitez peut-être pas. Mais enfin, on arrive au moins au même résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, non, nous avons en revanche un point de convergence, un point de divergence plutôt, sur l'analyse des candidats. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons les meilleurs candidats qui puissent aujourd'hui s'opposer à Marine Le Pen, qu'elle a aujourd'hui, elle est sur un territoire, elle est la seule à être sur ce territoire, qui est le territoire du patriotisme, et qu'elle a en face d'elle, quel qu'il soit, et quel que soit d'ailleurs celui qui sort du chapeau demain, quel qu'il soit, ils sont tous sur le territoire du mondialisme, et ils ne veulent pas changer aujourd'hui ce qui est le modèle de l'Union européenne, et le monde change, les États-Unis changent, l'Europe change avec le Brexit, avec les référendums en Italie, les référendums en Hongrie, l'Autriche, les Pays-Bas, vous allez voir demain, et en fait, les Français veulent changer aussi, et ils le prouveront dès le 22 avril dans les urnes. Le problème pour François Fillon, c'est que, la présomption d'innocence, c'est une affaire de justice, c'est pas une affaire d'opinion. Devant l'opinion, la présomption d'innocence, elle est beaucoup moins évidente. Deuxième chose, c'est très difficile d'avoir une affaire à contre-image. C'est ça le problème. Si vous voulez, quand un mois avant l'élection, tous les Américains découvrent des propos absolument ahurissants de Donald Trump sur les femmes, eh bien, ça n'a aucune incidence sur le vote. Pourquoi ça n'a aucune incidence? Parce que 70% des Américains, dans les opinions, disent, bien, on n'a rien appris sur le personnage. Rien du tout. On s'apprêtait à ne pas voter pour lui, ou on s'apprêtait à voter pour lui, cette affaire n'a rien changé. Sauf que là, on a une affaire qui change tout sur la perception que les Français ont de François Fillon en termes d'image. Donc, mais pour vous, il est déjà mort, là, tel que vous en parlez? Je pense que ça sera très difficile parce que il peut pas remonter la pente. Le temps est compté. Là, l'élection arrive très très vite. Mais tout va dépendre de la suite de l'enquête. Parce que là, il y a une enquête préliminaire qui est ouverte, donc la police et la police financière va faire son travail, en gros, pendant 3 semaines, 1 mois, en épluchant. Les éléments du patrimoine ont été déjà donnés aujourd'hui à la justice, et donc il va y avoir, on va dire, durant 1 mois, cette enquête préliminaire. Soit au bout de l'enquête préliminaire, eh bien, on considère qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir une information judiciaire, et dans ce cas-là, François Fillon sera totalement blanchi par la justice, et ça sera un élément, pour le coup, de nouveau d'honnêteté et de relance de campagne, soit à ce moment-là, les magistrats considèrent qu'il y a nécessité d'ouvrir une information judiciaire, et dans ce cas-là, une possible mise en examen, quand on ouvre une information judiciaire. Mais c'est possible dans les 3 prochains mois, une mise en examen, là? Ça se jouera pas dans les 3 prochains mois, parce qu'il faut aller très vite. Ça se jouera, à mon avis, avant début mars, mi-mars. Donc on verra dans les 3 semaines ou mois qui viennent ce qui va se passer. Il me semble pas qu'il y ait que 2 scénarios. J'entends le premier scénario, la justice dit il y a rien à voir et la campagne se relance. Et puis le deuxième, la justice dit c'est très grave et là c'est très grave. Il y a le troisième scénario. Le troisième scénario, c'est que la justice dise il n'y a rien à voir judiciairement, mais que dans l'esprit de nombreux Français, même si judiciairement il n'y a rien à redire, mais
le mal est fait. Donc c'est un peu cuit. Aura touché un certain nombre d'euros, et beaucoup, pour un Français moyen, c'est beaucoup, pendant des années, pour un travail. C'est l'hypothèse d'un changement de candidat, mais c'est costaud quand même. Changer de candidat au mois de février, c'est costaud aussi. Allez, on va repartir sur Marine Le Pen, qui elle-même a des choses à se reprocher au Parlement européen, empêtrée dans une affaire d'assistant parlementaire. On y revient tout de suite. La politique, deuxième partie, et cette interview de Marine Le Pen aux 13h de TF1, la présidente du Front National qu'on entend peu, elle-même engluée dans une affaire au Parlement européen. Elle est accusée de travail dissimulé, en gros d'avoir fait employer par le Parlement européen son garde du corps et une des membres de son cabinet. Elle s'en est défendue tout à l'heure sur La Une. Conteste formellement cette procédure qui est menée par nos adversaires politiques au sein du Parlement européen. Est-ce que vous avez apporté des justificatifs, notamment aussi pour Thierry Légier, qui est votre garde du corps et qui était censé être assistant parlementaire local dans votre circonscription d'Hénin-Beaumont? Et je vais vous dire, nous sommes tellement victimes d'une procédure scandaleuse que j'ai déposé plainte. Vous ne voulez pas nous répondre sur le rôle de Thierry Légier? Mais Madame, Thierry Légier, il a travaillé quelques heures pour moi, par mois, lorsque j'étais à Strasbourg, pour répondre notamment au téléphone, pour effectivement faire des travaux dans mon bureau, quelques heures par mois. Alors justement, elle répond pas tellement, ce garde du corps. Est-ce qu'il a eu un rôle d'assistant parlementaire? Non, mais moi je reviens quand même sur le sujet parce que l'amalgame pourrait être possible entre l'affaire Fillon et ça, on est en plein dedans là. Non, oui. Non, mais vous avez quand même Monsieur Fillon. Le garde du corps travaillait pas à la revue des Deux Mondes. Nous avons Monsieur Fillon à qui on reproche des emplois fictifs. Là, on ne reproche pas d'emplois fictifs. Ce qu'on reproche, et c'est une véritable opération politique, on reproche à des assistants parlementaires de travailler pour le Parlement européen et d'avoir également une mission militante, notamment dans l'organisation du Front National. Ce qui est le cas, par exemple, de Catherine Griset, l'assistante de Marine Le Pen, qui, bien évidemment, a son rôle d'assistante, qui travaille également aussi. Oui, mais ce garde du corps... Qu'est-ce qu'il a à voir avec le Parlement européen? Il a travaillé, mais je crois que notre présidente a été parfaitement claire. Elle a expliqué qu'il avait travaillé administrativement au Parlement européen, il y a un certain nombre d'années d'ailleurs, parce que ce reproche date d'il y a un certain nombre d'années, et que, parallèlement, voilà, je crois qu'elle a remis dans cette procédure l'ensemble aujourd'hui des justificatifs qui vont permettre de... Parce qu'il y a une procédure française, de la justice française qui a été ouverte en décembre. L'initiateur quand même de la procédure, c'est M. Schulz, qui est un ennemi juré du groupe Europe des Nations et Libertés, qui est un ennemi bien évidemment de Marine Le Pen, du Front National et de tous les patriotes européens, et qui s'était dit je ferai tout pour essayer de déstabiliser le groupe. Alors, justement, il a essayé de le faire, il n'y arrive pas, et l'affaire fera pchit. Pour mieux comprendre cette affaire, on va regarder ce reportage de Cyril Adrien-Selma. Ils travaillent tous deux pour Marine Le Pen depuis plusieurs années. Thierry Légier, son garde du corps, et Catherine Griset-Yorio, sa chef de cabinet. Deux collaborateurs de la présidente du Front National, également rémunérés dans le passé par le Parlement européen au titre d'assistant parlementaire de Marine Le Pen. Sauf que l'institution européenne met en doute la réalité de ces emplois et soupçonne les deux collaborateurs d'avoir été payés pour travailler en fait exclusivement au service du parti Front National, sans lien avec le mandat européen de Marine Le Pen. Elle réclame donc le remboursement de leur salaire, soit près de 300 000 € pour Catherine Griset-Yorio sur la période de 2010 à 2016 et 41 500 € pour Thierry Légier fin 2011. À Denain hier, Marine Le Pen rejetait tout soupçon de fraude. Vous imaginez bien que je conteste formellement cette décision qui est une décision politique de la part du Parlement européen. Le Parlement européen, qui s'appuie sur le rapport de l'OLAF, l'organisme antifraude européen, dit pour sa part avoir demandé à Marine Le Pen des explications, des preuves de travail de ses assistants, mais ne rien avoir reçu en retour. Voilà pourquoi elle enjoint la candidate à la présidentielle à lui régler la première partie de la somme, 298 400 € avant mardi, sous peine de lui réduire ses indemnités parlementaires. Une affaire également suivie de près par la justice française avec une information judiciaire ouverte en décembre dernier par le pôle financier du parquet de Paris. C'est une affaire compliquée quand même pour elle, parce qu'elle aussi, elle a bâti sa campagne sur l'honnêteté. Oui, non mais il n'y a pas de malhonnêteté de la part de Marine Le Pen, je le répète, on n'est pas dans une affaire d'emploi fictif. Elle est avec deux collaborateurs qui travaillent pour elle. Qui est Marine Le Pen? Elle est présidente du Front National ou elle est députée européenne au Parlement européen? La question est là.
Et en fait, elle est les deux en même temps. Donc, elle a des collaborateurs qui, quelquefois, bien évidemment, sont à la frontière de ces deux responsabilités. Aujourd'hui, n'essayons pas de monter en épingle cette affaire. Ça rendrait service peut-être à beaucoup de gens, ça rendrait heureux beaucoup de gens. Je connais personnellement Marine Le Pen. S'il y a bien une femme qui est loyale, d'une grande honnêteté et d'une grande transparence, c'est bien elle. Et tellement transparente qu'elle avait indiqué dans l'organigramme du Front National, d'ailleurs, le nom de son assistante, Catherine Griset. Donc, il n'y avait aucune, bien évidemment, volonté de cacher, dissimuler quoi que ce soit. Il y a une question qui se pose. Est-ce que vous comprenez que le Parlement européen, les institutions européennes sont beaucoup plus sévères que, par exemple, l'Assemblée nationale ou le Sénat? Il y a des règles en Europe, il y a des dispositions qui interdisent à des assistants parlementaires européens de travailler sur autre chose que les affaires européennes. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer, qu'il puisse y avoir une enquête lorsque les tâches ne sont pas celles mais ses collaborateurs travaillent pour elle et pour les affaires européennes. Et pas à 100%. Mais parce que, vous savez, dans une journée, il y a 24 heures. D'accord. Quand des gens sont à 35 heures, il y a 24 heures. Mais en quoi un garde du corps est intéressé par donc ils ont le droit d'avoir un rôle de militant. Mais tous nos élus ont un rôle de militant dans le Front National. Tous nos cadres ils sont payés comme assistants parlementaires de députés européens. Est-ce que je reprends ma question. Est-ce que vous comprenez que les institutions européennes, qui sont plus sévères que les institutions françaises, et on voit combien en France certains hommes politiques français ont été empêtrés dans ces affaires, est-ce que vous comprenez, vous qui êtes pour la transparence et qui, dans le programme, et pour la fin des systèmes tous pourris, ça a été votre argument, qu'en Europe, on soit plus sévère? Est-ce que vous comprenez ça? Mais moi, je comprends bien évidemment l'exigence et le devoir de transparence, mais c'est ce qu'a toujours fait Marine Le Pen et l'ensemble des députés qui composent notre groupe au Parlement. Mais l'enquête ne me choque pas du tout. Ce qui me choque, c'est la manipulation, l'acharnement politique de M. Schulz et de ses camarades, qui sont à la fois jugés partis et qui essaient de déstabiliser la candidature de Marine Le Pen. Je crois que cette situation où ce petit dossier va faire pchit et qu'on va en revenir. Alors, vous allez rembourser d'ici mardi les prêts de 300 000 €? 300 000 €, je sais pas moi vous répondre là-dessus, je suis pas habilité à le faire, donc vous questionnerez. François Durper, ça va faire pchit ou ça va être comme le scotch du capitaine Haddock, ça va lui coller au basque pendant toute la campagne, cette affaire? Il y a trois choses. Historiquement, quand il y a des affaires qui touchent le Front National, ça touche moins le Front National en termes électoraux, ça n'a pas de conséquences durables. Ses électeurs lui reprochent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien entre la réalité de ce qui peut se passer et ce qu'incarne un parti politique. C'est-à-dire que vous pouvez demain prouver que Marine Le Pen a fait quelque chose du pas qu'elle a fait ou qu'elle n'a pas fait, et les gens qui seront en colère contre les politiques, eh bien, ils voteront Marine Le Pen. La deuxième chose, c'est quel impact ça a sur son propre électorat. C'est-à-dire que, on parlait de l'affaire Fillon, ça a un impact sur l'électorat Fillon. Quel est l'impact de cette affaire sur l'électorat du Front National? Puisque pour gagner, Marine Le Pen, elle a besoin de ses électeurs, plus d'une coalition de ses électeurs et d'abstentionnistes, c'est-à-dire d'un mauvais report de voix entre les deux tours. Il n'est pas sûr que que ce soit les militants, les sympathisants, les gens qui ont déjà voté Front National, soient bouleversés par ce qui se passe. Et je vous rappelle que là, il s'agit d'une affaire européenne. Donc le Front National va jouer sur le fait aussi, c'est les institutions européennes et c'est pas exactement la même chose. Cherche à vous atteindre. Voilà, c'est l'Europe, c'est l'Europe contre la nation. Vous voyez la manière dont on peut aussi tourner la chose. Et la troisième chose, c'est sur le rapport au système. Si vous voulez, c'est toujours un petit peu la même dialectique de nous sommes anti-système, ils sont le système. Et ça, est-ce que cette affaire va compromettre cette dialectique système-anti-système? C'est pas sûr du tout. Donc contrairement à Fillon, quasiment pas d'impact, vous pensez, pour Marine Le Pen? Non, mais je me permets vraiment, ça n'a quand même aucune comparaison. Il y a des emplois fictifs d'un côté, de l'autre côté, il y a 2 collaborateurs qui travaillent pour Marine Le Pen. Tout le temps pour Marine Le Pen, et à qui on reproche d'être dans l'organigramme du Front National. Des militants également dans leur vie privée. On est quand même pas du tout sur le même registre. Donc je pense que ça fera aucun effet bien avant. C'est quand même 300 000 € qui sont en jeu. Ils travaillent pour Marine Le Pen. Ils ont travaillé dans le cadre des affaires européennes. Mais quel est le rapport entre un garde du corps et le Parlement européen? Bon. Mais Marine Le Pen s'est expliquée aujourd'hui dans votre... Elle a dit que c'est une attaque politique, point. Mais sur le fond, elle n'a pas expliqué. Elle avait des missions administratives. Oui, mais on ne peut pas avoir quelques missions et puis le reste du temps être, par exemple, garde du corps à Hénin-Beaumont dans le Nord et payé par l'Europe. Je pense que cette procédure, ça fait bien longtemps d'ailleurs qu'elle couve, qu'elle arrive comme ça un petit peu par hasard, au moment où bien évidemment Marine Le Pen est en tête dans les sondages. Très bien, laissons le déroulement de cette procédure et vous verrez qu'elle ne dira rien du tout parce qu'il n'y a rien. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez juste, c'est qu'on voit que
dans les crises qui traversent le Front National. On l'a vu entre le conflit entre Marine Le Pen et son père. On l'a vu sur les soupçons lorsque ses adversaires disent que des banques russes, par exemple, pourraient prêter, ou là encore cette affaire. Il n'y a pas, dans l'opinion, la même attente. Et l'électorat Front National, on le voit, est solide et en fait est assez peu touché par les bruits ou les articles, parce que on est dans un parti qui est un peu quand même resté différent des autres. On attend moins sur ces critères-là que d'autres partis politiques. Il n'est pas aussi dédiabolisé qu'on pourrait le dire, c'est-à-dire c'est un parti quand même encore un peu à part. Ce qui compte, c'est, si vous voulez, ce qu'il porte et ce qu'il incarne. Les effets sont très différents. C'est-à-dire que des journalistes qui posent la question à François Fillon, ça peut pas être retourné comme le système en veut à François Fillon. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que des journalistes posant la question à Marine Le Pen, vous aurez l'électorat du Front National va se dire les journalistes en veulent parce que les journalistes appartiennent au système. Regardez le différentiel, quand même aussi spécialisé des États-Unis, le différentiel entre les affaires qui touchaient Hillary Clinton et les affaires qui touchaient Donald Trump. Alors, Hillary Clinton, les affaires, c'était absolument dramatique parce qu'elle appartenait au système. Donc c'était des affaires et c'était pas le système qui lui en volait. Toutes les affaires qui touchaient Donald Trump, c'était le système qui en voulait à Donald Trump. Et finalement, ces affaires, n'ont pas eu d'impact. Justement, la transition est là. Marine Le Pen, elle joue sur du velours. Il y a eu le Brexit, il y a eu l'élection de Donald Trump. Écoutez ce qu'elle en pense. Il faut revoir le modèle économique. Il faut faire du patriotisme économique. Il faut faire du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire mettre en œuvre ce que nous réclamons depuis des années et que, par exemple, M. Trump est en train de mettre en œuvre aux États-Unis, que Mme May est en train de mettre en œuvre aux États-Unis. En réalité, ils sont en train d'appliquer le programme de Marine Le Pen. Jean-Luc Lacapelle, qu'avez-vous pensé de cette première semaine de Donald Trump au pouvoir ? Écoutez, moi je vois deux choses très positives. La première, c'est qu'il a été élu par le peuple américain sur des promesses et il tient ses promesses. La deuxième chose... Pour l'instant, il n'y a qu'une semaine là. Une semaine, 15 décrets. Vous m'interrogez sur la première semaine, donc je vais avoir du mal à me projeter sur la troisième. Vous avez raison. Voilà, donc en revanche, ensuite, la deuxième chose positive, c'est que il met en place des pratiques où il prend des décisions qui vont, bien évidemment, qui vont combattre l'islamisme terroriste, ou le terrorisme islamique plutôt, c'est comme ça qu'il faut que je le formule. Et bien, je trouve que c'est une très bonne chose. Vous pensez que ça va marcher, ça pourra pour interdire, pour empêcher, pour lutter contre le terrorisme islamique, d'interdire les ressortissants Vous avez vu ce qui se passe en Iran, vous désormais dit aux Américains, plus question de venir en Iran. Ça peut aller très très loin, cette affaire. Oui, écoutez, je crois que les décisions qu'il a prises, nous verrons ensuite comment. On est dans la relation diplomatique. Quand je vois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il a eu M. Poutine au téléphone. Quand il a eu M. Poutine au téléphone, finalement, ils ont convenu ensemble qu'ils voulaient des relations cordiales. C'est-à-dire que les Américains ne voulaient plus être le gendarme du monde et qu'ils souhaitaient un équilibre nouveau. Je trouve que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, je pense que la seule candidate capable demain, d'ailleurs, de créer ce triumvirat et de redonner à la France son rayonnement, ses valeurs, c'est Marine Le Pen, qui saura, elle, trouver bien évidemment la relation diplomatique et mettre le curseur au bon endroit, à la fois avec M. Trump et M. Poutine. Maintenant, je réponds à votre question. Je trouve qu'en effet, il applique des idées qui sont celles qu'il avait promises pendant sa campagne, ce qui est une très bonne chose. Marine Le Pen, de la même manière, souhaite, elle aussi, appliquer un protectionnisme en quelque sorte, à la fois en rétablissant les frontières, et je crois que c'est une des armes pour aujourd'hui combattre le terrorisme, et deuxièmement, le protectionnisme intelligent, comme nous l'appelons, ou le patriotisme économique, de manière à pouvoir relancer l'économie française, relancer les PME, en les favorisant sur notamment des appels d'offres, des marchés publics, pour relancer tout simplement l'emploi, stopper cette concurrence déloyale et permettre François Durper, des solutions pour résoudre le chômage. Meilleur agent de Marine Le Pen en ce moment? Oui, pourquoi Trump meilleur agent de Marine Le Pen? Pour une raison simple. On a parlé beaucoup de plafond de verre pour Marine Le Pen. Et quand on parlait de plafond de verre, on pensait à un plafond de verre national. C'était compliqué. Sauf que on n'a pas pensé que le plafond de verre pouvait être cassé de l'extérieur. Que ça pouvait être un plafond de verre cassé par l'international. C'est-à-dire que le programme nationaliste, protectionniste, isolationniste et identitaire, s'appliquant ailleurs, simplement parce que le Brexit, le super Brexit de Donald Trump, eh bien, ça crédibilise cette possibilité aussi dans d'autres nations. Premier élément. Deuxième élément, c'est l'effet face à eux.
Face à eux, que voulez-vous, peuple français? Vous voulez des gens qui sont à côté, ou vous voulez, sur la photo, Marine Le Pen qui peut faire le Yalta avec Poutine, enfin le discours que vous utilisiez à l'instant, Poutine, Trump, etc. Est-ce qu'il vaut mieux des politiques qui soient semblables, ou est-ce qu'il vaut mieux des politiques complètement différentes? Pour parler à Trump, il vaut mieux lui parler de façon un petit peu brutale, pas comme l'a fait à l'instant le président français, parce qu'on est sur des champs lexicaux complètement différents. Et puis le troisième bonne nouvelle, c'est pour le Front National le mois de mai. C'est que l'élection française, elle a lieu en mai. Les décisions de Trump, si vous voulez, mon avis, je pense pas que ça va sauver l'Amérique et que ça aura des conséquences plutôt négatives sur l'économie mondiale. Mais, au mois de mai, on n'aura sans doute pas d'effet négatif ni sur l'économie américaine, ni sur l'économie mondiale. Quant au Brexit, il n'aura pas eu lieu, donc l'économie britannique... Puisque le processus n'a pas encore commencé. Hein. Ça n'a pas commencé. Oui. Donc ça veut dire que Marine Le Pen... Là, pour 2 ans, regardez, il sait pas... Elle pourra reprendre, vous savez, le champ lexical, les champs de cricket sont pas venus s'abattre sur les États-Unis, sont pas venus s'abattre sur l'Angleterre, et vont pas non plus s'abattre sur la France. Vous avez raison, vous avez peut-être pas encore tous les résultats du Brexit, mais nous avons en revanche tous les résultats de la politique qui depuis 30 ans nous mène à la catastrophe. On va pas repartir là-dessus. Et en fait, ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est la volonté des peuples aujourd'hui. Il y a un printemps des peuples patriotes aujourd'hui qui est en train de se mettre en place, et les gens veulent un vrai changement. Rejeter les élites et le système. Ils ont rejeté Sarkozy, rejeté Juppé, rejeté Hollande. Ils rejetteront demain Valls. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens veulent une véritable rupture politique. C'est pas une stratégie, c'est une réalité. Non, mais ce sont des slogans. Rejeter les élites, c'est pas un programme concret pour les gens. Une fois qu'ils ont rejeté les élites, il faut bien... Je veux bien vous en parler. Quand on voit quand même que les États-Unis, pendant 20, 30, 40 ans, aujourd'hui, ils ont à peu près 5% de chômage sur le libre-échange, sur le commerce mondial. Quand on voit l'expansion du commerce mondial depuis la Seconde Guerre mondiale, l'ouverture des échanges, l'ouverture des personnes et des biens, ça fait quand même partie des valeurs occidentales. Vous êtes favorable à la remise en cause, quelque part, de l'ouverture qui fait partie des valeurs occidentales ? Mais nous sommes tous très ouverts, et nous sommes pour, bien évidemment, l'intention d'ouverture. Simplement, aujourd'hui... c'est l'inverse, mais nous ne sommes plus aujourd'hui en capacité d'accueillir la misère du monde. Comme M. Hollande, tout à l'heure, se permet de donner des leçons à M. Trump, en disant, oui, nous devons rester solidaires avec le monde. Bon, M. Hollande aurait dû s'occuper d'abord de ses compatriotes pendant 5 ans, ça lui aurait évité de prendre la raclée qu'il est en train de prendre. Et donc, je crois qu'il n'est pas très crédible, tout de même, dans les leçons qu'il donne à M. Trump, président des États-Unis. Moi, je pense aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de s'isoler. Ils auront une tradition ancestrale aux États-Unis. C'est pas terminer. Il ne s'agit pas de se l'accueil d'un réfugié aux États-Unis, vous imaginez bien. Il ne s'agit pas de se renfermer sur nous-mêmes. Il s'agit simplement aujourd'hui de retrouver la maîtrise de nos frontières. Et donc, le protectionnisme est un mot qui quelquefois vous choque. On va l'appeler le libre-échangisme régulé. On peut l'appeler le libre-échangisme on parle des réfugiés. On l'appelle comme vous voulez. On est dans la sémantique. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de privilégier les Français, remettre en place la préférence nationale. Theresa May l'a annoncé en Grande-Bretagne. On n'a pas le droit de le faire parce que l'Union européenne vous l'interdit. Oui. Marine Le Pen le promet. Mais attendez, juste un mot. La conséquence de ce qu'a annoncé. Et deuxièmement, vous n'avez pas le droit aujourd'hui de privilégier une PME dans un marché public en France, ce qui est absolument dingue. Bien sûr. Mais là, vous me répondez économie, mais je vous parlais des réfugiés. Oui. Je vais vous dire, ce qu'a annoncé cette nuit Donald Trump, une des premières conséquences, si les États-Unis se ferment à l'accueil de tout réfugié, c'est l'Europe qui va en première ligne devoir s'occuper seul quasiment dans le monde entier de certains réfugiés. Or, la tradition d'accueil de réfugiés qui sont menacés de mort, c'est une tradition qui est qui fait partie de nos valeurs depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous souhaitez qu'on remette ces valeurs en cause ? Il est vraiment temps qu'on récupère nos propres frontières. Vous souhaitez qu'on remette ces valeurs en cause ? Non. L'accueil d'un réfugié, je parle pas des PME. Mais oui, mais vous savez, vous prenez toujours, prenez par le cœur, en quelque sorte, vos arguments politiques. Moi, je vais vous répondre. C'est pas un argument politique, c'est ce que disent certains de vos opposants. En fait, la volonté de Marine Le Pen dans son projet, c'est de créer une véritable diplomatie de coopération. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là, c'est pas chez nous qu'il faut les accueillir. On n'en a pas les moyens, pas les structures. On n'en a plus la capacité. Donc on discute avec Bachar el-Assad. Non, excusez-moi, c'est chez eux qu'il faut créer des centres d'accueil. Il y a plein d'associations. Mais les pays en guerre, on crée pas des... Aujourd'hui, un migrant chez nous coûte 25 € par jour. Mais les contribuables n'ont plus, les contribuables n'ont pas les moyens. Et nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'assumer et d'accepter et d'accueillir tous ces gens-là. Il faut retrouver nos équilibres. Il faut retrouver bien évidemment une restauration de nos frontières nationales, stopper l'immigration et d'abord
privilégier les Français. Car Allez, vous avez, je termine juste une phrase, vous avez 8 800 000 Français qui vivent avec moins de 1 500 € par mois. Ça, c'est le résultat de messieurs Sarkozy et de monsieur Hollande. Il faut que cela s'arrête. Pour cela, eh bien, il faut retrouver la maîtrise, bien évidemment, de vos souverainetés au pluriel. Toujours sur cet axe Trump-Le Pen en matière de migration, est-ce que vous feriez la même chose que ce qu'est en train de faire Donald Trump, c'est-à-dire publier les actes criminels et les délits des étrangers sur le sol américain, tous les mois? Moi, je ne suis pas là pour... Non, parce que ça pourrait être envisagé par le Front National. Non, moi, je vais vous parler d'un problème français que je connais bien, ce sont les fichiers S. Nous avons... Non, mais ça n'a rien à voir. Mais sur ça, ça a à voir. Aujourd'hui, par exemple, vous avez 20 000 fichiers S. Mais moi, je pense que... C'est pas des fichiers S. Là, c'est les actes criminels, donc non terroristes. N'importe quel acte criminel qu'un étranger commet. Donald Trump a annoncé que tous les mois, il allait publier les actes criminels des étrangers sur le sol américain. Est-ce que ça vous choque? Je vous demande même pas si c'est dans le programme FN, ça allait pas, mais est-ce que ça vous choque ou pas? Non, ce qui me choque pas, c'est quand il dit qu'il expulsera, bien évidemment, les clandestins étrangers. Il est publié déjà. Oui, mais si c'est publié, s'ils sont bien évidemment raccompagnés chez eux, ça me paraît normal. Je vous reprends l'exemple des fichiers S tout de même, parce qu'il y a 20 000 fichiers S en France. Et je tiens ces chiffres de M. Pechnard, donc qui est normalement bien placé pour les connaître, avec qui je siège au Conseil régional. De la police, très proche de dans les 20 000, Sarkozy. Exactement. Et dans les 20 000, vous avez 12 500 fichiers S islamistes. C'est comme ça qu'il l'exprime également aujourd'hui. À la RATP, qui est gérée par le Conseil régional Île-de-France, vous avez donc des gens qui pilotent des rames, qui sont fichés S, et le commissaire qui gère aujourd'hui la sécurité de la RATP n'en a pas la liste. Mais ça, je trouve ça pas normal. Donc je suis pour la transparence, la communication, et bien évidemment, pour que on écarte de la décision de Donald Trump cette nuit, c'est un autre dossier. Mais là, du coup, ce que vient faire Trump, est-ce que ça sera envisageable pour vous de le faire? C'est-à-dire interdire l'entrée à certains pays, par exemple, qui n'ont d'ailleurs généré aucun terroriste sur le sol américain. Il n'y a pas eu de terroristes d'origine irakienne qui ont commis des actes sur le sol américain. Est-ce que vous imaginez pouvoir le faire, ça? Mais je vous rappelle quand même que dans un certain nombre d'attentats en France, notamment le Bataclan, certains réfugiés en étaient membres. Non, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous envisageriez pas une politique migratoire qui interdise certains pays sur le sol américain? C'est ce que fait Trump. Donc, comme il y a un axe Trump-Le Pen, est-ce que ça, c'est envisageable? Il y aura d'abord un rétablissement de nos frontières, un arrêt de l'immigration, et puis ensuite une régulation qui sera de manière constructive, de manière diplomatique. Mais je ne sais pas, on verra quand on sera... L'élection est bientôt. Oui, mais bien évidemment, mais c'est à ce moment-là vous poserez la question. Et de toute façon, 144 propositions de Marine Le Pen la semaine prochaine à Lyon. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, le journal de 23h sur LCI. Et puis, deuxième débat, on va parler cette fois-ci des premières mesures de Donald Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche. À tout de suite.